porte sur l'impact de l'industrialisation, le leadership politique et la décision politique dans le développement économique et territorial. Donc il me plaît de participer à la modération de ce panel où nous aurons l'occasion d'écouter un certain nombre d'éminents experts autour de cette thématique très importante. Donc il me plaît de présenter tout d'abord, pour commencer, monsieur le professeur Boustan Mohamed de l'ENA Agadir, autour de la communication intitulée « Leadership politique à l'épreuve des grands projets d'aménagement industriel au Maroc à travers le cas de l'Atlantic Free Zone de Kénitra ». Monsieur le professeur, vous avez... Bonjour tout le monde, Madame la Présidente, chers collègues, honorable assistance. Je me joins à mes collègues, tous ceux et celles qui m'ont précédé, pour remercier tout le comité d'organisation pour la qualité et pour les efforts qu'ils ont déployés pour l'organisation de cet événement de qualité dans un site de qualité. Et par rapport à une thématique qui est de grande actualité, la régulation et la gouvernance, mais que j'aborde un peu dans une perspective nuancée par rapport aux travaux que je fais. Beaucoup plus, je l'aborde par rapport à la régulation de la gouvernance, de l'action publique dans le contexte de la complexité et l'incertitude, dans la mesure où nous pouvons partir de la définition de la gouvernance en tant que prise de constat, en acte et en considération de cet état d'avènement, d'affirmissement, de cette pluralisation des acteurs protagonistes aux actes d'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques et de l'action publique, où automatiquement l'État est invité à devenir un acteur parmi d'autres, et automatiquement j'invoque la rhétorique suggestive de Sabine Planel, mais pour autant est-ce qu'il devient un acteur comme les autres? Est-ce qu'automatiquement il va descendre de son piédestal pour devenir un acteur comme les autres? Et par rapport à cette réflexion de compréhension qui concerne plus ou moins les processus de transformation et ou de recomposition de l'action publique à l'ère de la gouvernance et de la complexité, j'aborde cette étude par rapport dans la lignée des travaux qui concernent les grands projets au Maroc, qui deviennent un phénomène singulier et daté, pour reprendre le terme de Raymond Boudon, dans la mesure où nous assistons au foisonnement spectaculaire des grands projets au Maroc, qu'on peut définir et qui sont définis notamment par Raphaël Kedra, en termes de grands projets d'aménagement et d'équipement, qui sont engagés dans le cadre du gigantisme et de la démesure, qui nécessitent des budgets colossaux et qui interpellent plusieurs partenaires. Et en tant que tel, il pose en amont la question des enjeux et de la coopération dans les processus de fabrique à la fois des politiques publiques et de l'action publique. Ne prenons pour cas le cas des P2I, des plateformes industrielles intégrées, qui ont été lancées en tant qu'outil d'opérationnalisation de la stratégie émergente dans son acte 2, le plan national d'émergence industrielle, qui passe pour être la nouvelle politique industrielle du Maroc. Et automatiquement, ces P2I sont présentés en tant que nouvelle dernière génération des zones industrielles, après la première génération des programmes des zones industrielles du PNASI, du Programme national d'aménagement des zones industrielles lancé en 1981, et de la deuxième génération des zones industrielles, les parcs industriels, lancés à partir de 1994-95, pour revenir à ce qui est défini en tant que dernière génération des zones industrielles que sont les P2I, qui ont été lancés dans un programme pilote à partir de 2009 et qui sont aussi présentés en tant que la nouvelle génération des clusters du Maroc, qui participent à ce phénomène de clusterisation du Maroc à l'ère de la globalisation économique. Nous nous intéressons à plusieurs cas, donc j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs projets, mais cette intervention elle est focalisée sur la présentation des conclusions qui concernent le projet de l'Atlantic Free Zone, qui est réalisé à partir de 2010 et 2011 dans la zone périphérique de Kénitra, à 17 km, dans le site de la commune rurale d'Amer Sflia, et qui est dédié à l'industrie automobile pour devenir de Future Kinetic Automotive City de CAC, après le premier site de Tanger, le TAC, lancé à partir de 2007. Donc c'est un projet de grande envergure qui en appelle à une pléiade des acteurs et des protagonistes et à des budgets colossaux, et automatiquement qui dessine et qui préfigure de nouvelles organisations dans les forces de travail au niveau des processus de fabrique des périphéries au Maroc, qui ne sont plus liées
aux côtés de lotissement classique, de l'action classique des lotissements d'habitat et des lotissements des zones industrielles, mais c'est un processus de fabrique des périphéries par le moyen des clusters qui sont devenus l'outil prisé des politiques publiques au niveau mondial, de tout ce qui est politique d'innovation industrielle, et qui pose en amont la question d'étudier comment se dessine et comment donc vont se configurer cette question de gestion et de régulation des enjeux de coopération et de partenariat entre des partenaires et des acteurs qui sont multiples et qui à un moment donné doivent aboutir à un accord pour lancer et pour réaliser et pour concrétiser le projet. Donc automatiquement j'aborde cette question par rapport à une approche qui fait le croisement entre la sociologie de l'action publique et l'analyse des politiques publiques, et par rapport à tout ce qui est donc résultat. Le premier, c'est la question de la recentration de l'action publique, où au niveau du centre il y a un recours à la construction d'un nouveau référentiel de politique publique, référentiel en tant qu'il implique à la fois un croisement entre les enjeux d'idées et les enjeux de pouvoir, et à la base qu'est-ce qu'il y a, c'est cette question de donc présentation des P2I en tant que vision d'un État stratège qui doivent en appeler à une affaire d'État et à un portage de l'État. Il y a une nouvelle division de tâches où automatiquement les P2I deviennent une affaire d'État et les zones classiques deviennent l'affaire des élus, l'affaire des élus locaux. Deuxième conclusion, c'est que dans la fabrique de ces processus d'action publique ne sont par rapport à une action qui rassure, où automatiquement les acteurs du centre, ils font rappel à leur cadre d'expérience, et là j'interpelle le terme de Erving Goffman, de Frame, et automatiquement tout ce qui rappelle de cadre d'expérience avec tout ce qui est expérimentation et tout ce qui est enseignement tiré des expériences passées. Autre conclusion, c'est il y a dans ce référentiel l'instrumentation et la construction d'un problème public, et automatiquement on est en train de délégitimer et en train de brosser une situation alarmiste, catastrophiste, qui porte tout ce qui est devoir, dysfonctionnement et échec des différentes zones et anciennes zones à la responsabilité des élus, ce qui est une question de délégitimation de l'action des élus par rapport à tout ce qui est fabrique de clusters. Donc ce processus, il y a aussi l'action qui assure, en appelant à l'emprise des wali gouverneurs par rapport à tout ce qui est leur pouvoir au niveau en tant que supérieur hiérarchique et par rapport à leur pouvoir d'autorité, et qui constitue, comme beaucoup de projets on l'a fait, notamment sur le gouverneur, qui constitue un moment de fer. Par rapport à la question du leadership politique, et c'est ça l'opposition qui est majeure, j'évite un peu à dépasser les questions les constats de l'éviction, de la dépolitisation, de la réduction de marge de manœuvre, pour analyser chaque action en tant que stratégie située, en tant qu'action située, et dépasser cette façon avec laquelle on est en train de construire et à supposer que le territoire se construit que par l'action publique, alors et on l'aborde en termes de territoire creux, alors que c'est un territoire qui est plein, qui en appelle à ses histoires, à ses historités et à ces pratiques que j'ai essayé d'étudier pour relever que dans ce territoire, il y a eu deux sources majeures qui sont dans la détermination des rapports de pouvoir, à la fois les terres collectives, le Jemoua et les forêts, et qui ont fini par donc former une coalition d'intérêts entre deux types de leadership, un leadership traditionnel articulé au pouvoir des Nouab, les représentants, et un pouvoir moderne à tout ce qui est leadership électoral. Et par rapport à ces deux coalitions, ils ont continué à assurer la maîtrise et l'emprise de tout ce qui est ressort du pouvoir, et la situation, l'avènement du cluster, elle devient une menace à leur pérennisation, parce que tout simplement, elle va porter un risque à tout ce qui est follower et à tout ce qui est stratégie de fidélisation, dans la mesure où le cluster, il va apporter la destruction des deux ressources qui sont la forêt et les terres collectives, et automatiquement l'avènement d'une nouvelle situation où il y a le bouleversement de leur rapport de leadership au territoire. Et merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole au prochain intervenant dans le cadre de ce panel, j'aimerais quand même féliciter Monsieur le professeur Bousten pour cette brillante communication, et aussi rappeler qu'il était question effectivement de mettre en avant la vision avancée du Maroc dans le cadre des grands projets, et puis aussi soulever plusieurs questions importantes, parmi lesquelles l'État est-il un acteur comme les autres. Il s'est concentré en particulier sur
plusieurs effectivement avancées notables, les P2I, aussi effectivement des concepts importants tels que donc la clusterisation effectivement au Maroc. En particulier, il était question de s'intéresser au cas de Kenitra et des projets mis en place dans le cadre du secteur de l'automobile. Et puis, finalement, donc, le professeur Bousten a soulevé une question extrêmement pertinente en soulignant tout l'intérêt qu'il y a à aller vers de nouvelles approches qui présentent justement des analyses qui soient situées et qui ancrent justement ces réflexions dans le cadre des territoires, de leurs histoires, de leur culture et de leurs spécificités. Merci, professeur, pour cette intervention. Alors, je cède la parole au second intervenant dans le cadre de ce panel et il s'agit effectivement du professeur Zakaria Benjouid qui est enseignant-chercheur à la FEG Stats avec sa communication intitulée « Les stratégies d'industrialisation en Afrique et leur impact sur la croissance économique ». Merci. C'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier notre équipe de l'Association marocaine des politiques publiques pour les efforts d'organisation. Toujours un réel plaisir d'appartenance à cette honorable association. Aussi, je tiens à remercier l'Université Euromed pour leur chaleureux accueil et sans oublier l'assistance de nos chers étudiants de cette honorable université. Alors, ma présentation va être articulée autour d'un sujet très important qui est tout simplement la stratégie d'industrialisation en Afrique et au Maroc. Je vais bénéficier de l'intervention de mon cher ami professeur Boussen qui a déjà évoqué une partie très importante concernant le contexte marocain et la stratégie industrielle au Maroc pour économiser un peu mon temps de présentation et pour aller directement à la partie économique. Donc, ma présentation va être sur 4 points. Une petite introduction par rapport au contexte marocain. Une étude de benchmarking qu'on a fait par rapport à certains pays africains avant de passer à l'impact de l'industrialisation sur la croissance économique au Maroc. Et bien sûr, on va terminer avec un certain nombre de recommandations. Donc, par rapport au cas du Maroc, qui est toujours considéré comme étant un modèle d'industrialisation en Afrique, en tant qu'un pays avec une stratégie industrielle relativement avancée, notamment à travers des plans tels que le plan d'accélération industrielle, et aussi il offre une étude de cas intéressante pour analyser l'impact des stratégies d'industrialisation sur la croissance économique, pour bien tout simplement mettre en exergue l'impact de cette industrialisation sur une variable très importante qui est la croissance économique. Alors, on va poser un certain nombre de questions par rapport tout d'abord à quelles sont les stratégies les plus efficaces pour favoriser l'industrialisation dans un contexte marocain. Comment le Maroc se positionne-t-il par rapport à d'autres pays du continent, donc toujours dans le contexte des pays africains, et quels enseignements pouvons-nous tirer de son expérience pour une meilleure industrialisation en Afrique. Alors, par rapport à une étude de comparaison par rapport à quelques expériences africaines, donc on a pris 2 pays qui vont tout simplement nous permettre de tirer des leçons pour le cas marocain. Donc on a choisi par rapport à notre analyse comparative l'Éthiopie et le Nigeria, et après on va voir pourquoi. Donc sans oublier par rapport au contexte d'Afrique, donc il y avait tout d'abord un héritage historique à travers des économies centrées sur l'exportation de matières premières. Et aussi une faible valeur ajoutée locale, donc ce qui a tout simplement épuisé nos ressources naturelles au niveau de l'Afrique. Une vulnérabilité aussi par rapport aux fluctuations des prix des matières premières. On sait très bien à chaque fois qu'il y avait une crise ou encore par exemple la dernière guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça impacte directement nos économies africaines. Et donc l'évolution récente, on a quand même des points forts par rapport à une reconnaissance de l'importance de la diversification économique. La plupart des pays ont déjà commencé à diversifier leur offre et aussi un focus sur une croissance durable et inclusive en prenant en considération aussi un facteur très important qui est l'environnement. Alors on a fait ressortir un certain nombre d'atouts et des défis. Donc par rapport aux atouts, on sait très bien que notre point fort au niveau des pays africains, c'est une population jeune
est croissante et aussi une urbanisation rapide, un taux d'urbanisation qui touche les alentours de 27% comme moyenne bien sûr, et avec une abondance de ressources naturelles. Parmi les défis qu'on a fait ressortir à partir de notre analyse comparative, donc des infrastructures inadéquates, des faibles niveaux de capital humain, donc qui devraient tout simplement forcer cette croissance, et aussi une gouvernance fragile, des situations de corruption, etc. Donc il y a des initiatives régionales certainement. On parle du projet de ZLECAf, la zone de libre-échange continental africain, qui est un projet très important en termes d'intégration économique qu'il propose et en termes aussi de compétitivité. Alors, en parlant de notre... Tout d'abord, une comparaison des de l'Éthiopie et aussi du Nigeria, d'analyser l'impact de ces stratégies économiques et aussi d'identifier les facteurs de succès et d'échec par rapport à ces expériences, par rapport à ces deux pays, et formuler des recommandations qui vont tout simplement bénéficier le cas marocain. Donc, ces comparatifs sont de comparer les stratégies d'industrialisation pour ces deux pays, d'analyser leur impact sur la croissance économique. Donc une petite comparaison, tout d'abord sur le point d'infrastructure, donc un investissement massif pour le cas d'Éthiopie. Il y avait une création des parcs comme le cas par exemple de Hawassa, et aussi des soutiens aux PME avec des programmes de financement et une diversification économique à travers des secteurs de textile, agro-industriel, etc. Alors que pour le cas du Nigeria, il y avait, par rapport à tout ce qui est infrastructure, des développements des infrastructures de transport et d'énergie, avec une création des zones économiques spéciales, et bien sûr, pour tout ce qui concerne le soutien des PME, il y avait des incitations fiscales et des simplifications de procédures administratives. Donc là, c'était tout simplement une comparaison par rapport aux parts de secteur industriel sur le PIB, bien sûr. Donc on remarque bien évidemment un accroissement par rapport au cas d'Éthiopie, donc un avancement de peu à peu. Alors que pour le cas du Nigeria, il y avait tout simplement un impact sur le secteur pétrolier qui a touché tout simplement la part la plus importante de leur PIB. Donc pour passer pour le cas du Maroc, et comme j'ai dit, pour ne pas reprendre les éléments déjà évoqués par mon ami professeur Boussen, donc je vais revenir tout simplement à certains points. Tout d'abord, par rapport, le Maroc a connu tout simplement une évolution par rapport à sa stratégie industrielle. Donc, avec des plans, bien sûr, en commençant par les plans d'agissement et en passant tout simplement à des plans d'émergence. C'était un historique par rapport à ces stratégies. Et dans notre étude économétrique, donc on a essayé tout simplement d'expliquer l'impact du secteur industriel par rapport à la croissance économique pour tout simplement donner plus d'intérêt à ce secteur. Donc on a commencé à collecter nos données par rapport à un certain nombre de variables. Donc la variable d'intérêt, c'était tout simplement le taux de croissance pour toucher tout simplement l'impact sur la croissance économique. Et bien sûr, que ce sont tout simplement des variables explicatives, à savoir l'investissement industriel, l'emploi industriel et l'exportation manufacturière. Donc là, ce sont nos trois variables explicatives. Et bien sûr, les sources de données, donc on a un peu mélangé les différentes ressources, donc à savoir la Banque mondiale, des ressources officielles qui est le Haut Commissariat au Plan, et aussi l'Office de change pour avoir les données concernant ces quatre variables. Donc on a opté par une analyse tout d'abord descriptive avant de passer à la modélisation économétrique. Dans ce cadre, nous chercherons tout simplement à évaluer l'impact des investissements industriels, de l'emploi industriel, de l'exportation manufacturière, le PIB marocain. Donc pour cela, nous avons opté par trois méthodes économétriques. La régression linéaire, je ne vais pas détailler tout simplement ces aspects économétriques, mais juste pour passer directement pour... Donc, simplement d'un travail
avec un certain nombre de recommandations, à travers bien sûr la significativité des coefficients et tout ça. Donc tout d'abord de renforcer les infrastructures comme le communication, améliorer la gouvernance de la stabilité politique, qui est un facteur très important pour la croissance économique et aussi qui devrait accompagner tout simplement un développement industriel, faciliter l'accès au financement. Et là, par rapport à ce point, donc on vient d'être un peu rassuré dernièrement, il y a quelques jours, il y avait une décision de la Banque européenne de reconstruction et de développement qui a accordé un prêt à l'OCP pour le dessalement d'eau de mer. Ça va tout simplement, ça va permettre d'économiser l'eau douce, qu'on appelle l'eau douce, et donc pour des consommations domestiques. Donc, et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, pour justement respecter le temps, je vais passer la parole très rapidement au prochain intervenant, mais tout d'abord remercier bien entendu notre intervenant pour la brillante intervention. Alors, le prochain intervenant dans le cadre de ce panel est le professeur Rushdi Abdelfattah de l'ENA de Tétouan autour de la nécessité de l'intelligence territoriale pour faire face à la complexité. Oui. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, donc, je tiens à remercier toute l'équipe qui a été derrière l'organisation de ce colloque. Alors, mon intervention porte sur l'importance de l'intelligence territoriale comme démarche, comme levier pour composer avec la complexité et l'incertitude. Pas dire maîtriser la complexité et l'incertitude, mais davantage comment composer avec la complexité comme une donne. Donc mon intervention, ou d'abord la question de base, c'est la question problématique, en quoi c'est un levier, en quoi c'est une démarche pertinente pour composer. Le terrain d'étude, c'était la région de Rabat Salih Konetra, comme terrain, comme objet d'étude, en se basant sur des entretiens semi-directifs. Donc c'est un travail plutôt exploratoire qui demande bien sûr plus d'investigation par la suite. Alors mon intervention porte sur 3 points. Premièrement, c'est quoi d'abord l'intelligence territoriale. Deuxièmement, le contexte dans lequel les territoires agissent. Et dernièrement, dernier point, c'est quelques pistes de réflexion. Donc premièrement, c'est quoi l'intelligence territoriale? Et avant de passer à l'intelligence territoriale, c'est quoi d'abord l'intelligence économique? Parce qu'on passe de l'intelligence économique à l'intelligence territoriale. Donc l'intelligence économique, c'est quoi? C'est tout simplement un appui, un soutien organisé par l'État au profit des entreprises qui visent le développement économique. L'intelligence territoriale, c'est plutôt une démarche collective en termes de collecte, de traitement, de gestion de l'information pour mieux connaître le territoire. Donc l'objectif, c'est une connaissance fine du territoire, c'est de comprendre les dynamiques, les structures économiques, politiques, sociales du territoire en visant un développement durable, un développement territorial durable. Donc c'est un travail collectif de synergie entre tous les acteurs en impliquant donc toutes les parties prenantes, à commencer par l'État, la région, si on prend le cas donc du Maroc, le Wali, donc la wilaya, l'acteur économique, par exemple pour le cas de la région Rabat Salih Konetra représentée par la CGEM, Confédération Générale des Entreprises donc, du Maroc, par la société civile, donc des acteurs associatifs qui sont là pour représenter, pour défendre les intérêts de la population, bien sûr l'université, le monde de la recherche, tout simplement comme espace de débat, comme espace d'intelligence collective, comme espace d'expertise. Donc il faut impliquer toutes les parties prenantes du territoire. Donc c'est une démarche de synergie, de débat, d'intelligence collective, avec comme visée donc l'objectif ultime, c'est le développement durable, et en passant par une connaissance fine du territoire. On maîtrise le territoire.
On ne peut pas simplement gérer le territoire face à un contexte complexe et incertain si nous n'avons pas des informations pertinentes, mises à jour, recoupées et de la connaissance. Donc dans un contexte complexe et incertain, disons la composante ou la ressource donc la plus importante, c'est la connaissance et le savoir. Donc dans une société globalisée du savoir, donc la ressource clé qu'il faut partager entre tous les acteurs dans tout territoire, c'est la connaissance. Donc cette intelligence territoriale, ça exige quoi? Ça exige simplement une culture de partage, une culture basée sur la confiance, sur la coordination, sur la synergie, sur la mutualisation des ressources, etc. Donc avant tout, l'intelligence territoriale, c'est pas de la technique, c'est pas seulement des observatoires, c'est pas seulement des dispositifs de veille, c'est pas seulement donc des systèmes d'information géographique, mais avant tout cela, c'est une philosophie de l'action, c'est un état d'esprit, une culture. Donc si les acteurs territoriaux, 6 minutes, donc, pas donc suffisamment de temps. Donc ça demande une culture, ça demande un état d'esprit. C'est pas question de logiciel, de dispositifs techniques. Le technique vient après. Mais le plus important, c'est une démarche, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Donc voilà pour l'intelligence territoriale. Deuxième élément de mon intervention, c'est le contexte. Dans quel contexte agissent les territoires? Donc les territoires agissent dans un contexte marqué à la fois par la mondialisation, par le développement durable, comme un nouveau paradigme d'action, comme pour le mode de pensée et d'action, l'omniprésence du risque, l'omniprésence des TIC et la gouvernance. Commençons par et là, on va avoir pratiquement l'intérêt de l'intelligence territoriale. D'abord, la mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement l'interdépendance entre les territoires, entre les économies, entre les sociétés. Donc, on est simplement un village planétaire, comme l'indique McLuhan, donc un village planétaire. Et parfois, donc, les acteurs, et principalement le citoyen, parfois n'arrivent pas à avoir des repères pour se positionner dans un monde ouvert. Et l'intelligence territoriale, ou plutôt le territoire, il est là comme brique de base pour se positionner à un monde ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, la mondialisation, ça veut dire qu'on est un contexte compétitif. Donc chaque territoire essaie tout simplement d'avoir une position de choix dans cette scène internationale, dans cette scène mondiale. Et pour avoir une place de choix dans cette scène internationale, ça demande de l'intelligence territoriale. Ça demande d'un travail collaboratif, ça demande de la connaissance, ça demande du partage, ça demande d'un travail de synergie, de collaboration, etc. etc. Donc on ne peut pas, face à un territoire ou un monde compétitif, d'avoir une place de choix si on n'opte pas pour une intelligence ou pour une démarche d'intelligence territoriale. Le développement durable, ça veut dire comme un nouveau paradigme de pensée et d'agir, c'est par rapport au développement durable, le développement durable se concrétise dans des territoires concrets. On ne peut pas parler tout simplement de stratégie nationale de développement durable. Mais on peut avoir une stratégie, mais la concrétisation se fasse dans des territoires circonscrits, sur un territoire délimité, etc. Donc, développement durable, ça veut dire que simplement le territoire possède tant d'indicateurs pour se positionner par rapport aux 3 piliers, ça veut dire l'économie, la société et la protection des ressources. Donc, si simplement nous n'avons pas tout un ensemble d'indicateurs, d'informations riches pour gérer, pour trouver un compromis entre les 3 piliers de développement, à savoir l'économie, la société et la protection des ressources, bien sûr, on ne peut pas on ne peut pas intégrer cette durabilité et la concrétiser donc sous forme de projet. Donc principalement sous forme de projet de territoire. Troisième point qui caractérise donc notre contexte mondial, c'est le risque. Donc hier, donc, nous avons assisté à tant d'interventions qui portent sur les crises, sur les risques. Donc selon Beck,
selon Beck, on agit dans une société tout simplement marquée par le risque. Et le territoire, s'il n'a pas tant d'informations, un tableau de bord simplement pour anticiper, d'abord pour anticiper, deuxièmement pour maîtriser les facteurs donc, de risque et par conséquent réduire la vulnérabilité du territoire face aux risques. Et troisièmement, chercher quelle est donc l'échelle la plus pertinente en termes d'action, en termes d'intervention. L'intelligence territoriale, et l'intérêt donc de cette intelligence territoriale, ça permet de mieux simplement composer avec le risque. Le quatrième facteur qui explique la complexité donc actuelle du monde, c'est les TIC. Donc les TIC tout simplement pénètrent toutes les sphères de l'activité, de la vie économique, sociale, politique. Donc ils jouent un rôle important comme relais, comme un lien entre les gouvernants et les gouvernés. Donc ça peut être un support d'intelligence territoriale. Donc l'intelligence territoriale peut s'approprier, peut s'appuyer sur les TIC pour s'implanter. Parce que quand on parle donc de TIC, tout simplement, ce sont des portails, des sites, des SIG, des systèmes d'information géographique, mais en temps de big data, de l'open data, de l'intelligence artificielle, comme tout simplement elle a été soulevée hier par notre collègue, etc. Ouais. La gouvernance qui explique la complexité, c'est-à-dire qu'on est face à tant d'acteurs. Donc l'État tout seul ne peut pas gérer tout, ne peut pas maîtriser tout. Et par conséquent, cet État a besoin d'autres partenaires, d'autres acteurs. En passant d'abord par le territoire, donc la collectivité locale, qu'il soit région ou ville ou province, préfecture, la société civile, l'université, la recherche, les partis politiques, les syndicats, les médias, etc. etc. Donc tant d'acteurs, bien sûr. Pourquoi la complexité? Parce que les différents acteurs qui sont là, chacun porte sa propre logique et défend ses propres intérêts et défend simplement parfois donc, ses propres institutions, etc., etc. Alors que si on prend Ivan Illich, quand il parle, donc, par exemple, si on prend l'acteur, n'importe quel acteur, par exemple une délégation régionale. Alors une délégation régionale, elle est là, non pas pour défendre ses propres intérêts ou l'intérêt de l'institution, qui est donc une délégation régionale, qui soit de la santé ou de l'éducation, n'importe. La délégation, elle est là pour Ivan Illich comme un outil au service de l'homme. C'est ça la convivialité. Dernier élément, donc la convivialité, ça veut dire que l'outil, il est au service de l'homme. L'outil ici, donc c'est l'État, c'est la région, c'est la délégation régionale, les médias, et ainsi de suite. L'école, l'hôpital, et ainsi de suite. Donc, juste la conclusion, quelques pistes. D'abord, donc, il faut plus d'efforts en termes de sensibilisation à l'intelligence territoriale. Donc, d'après mes entretiens, les acteurs n'arrivent pas à comprendre, à cerner c'est quoi l'intelligence territoriale. Donc, des efforts, principalement par l'université, par la société civile, en termes de sensibilisation davantage des acteurs par rapport à l'intérêt de l'intelligence territoriale. 1. 2. Il n'y a pas de politique publique en termes d'intelligence territoriale au Maroc. Ce sont simplement des initiatives ici et là, lancées par notre ministère, l'aménagement du territoire, à travers des observatoires, le HCP, à travers donc le Maroc des régions. Donc il y a tant d'initiatives éparpillées ici et là, qui ne sont pas malheureusement articulées, qui ne sont pas reliées. Et donc on ne peut pas parler donc des politiques publiques en termes d'intelligence territoriale. Merci à votre attention. Merci. Donc nous passons sans attendre à la prochaine intervention, qui est l'intervention du professeur Othmani Rachid de l'université de Meknes. Et l'intervention porte sur l'action publique et la subsidiarité, la matrice décisionnelle en question, étude de cas.
Messieurs, dames, messieurs les professeurs, bonjour. D'abord, je dois dire que je suis ravi et honoré d'être là parmi vous, en cette prestigieuse institution qui est le remède de Fès, également avec mes collègues, chers professeurs de diverses universités du Maroc. Également, je tiens à féliciter les organisateurs pour la rigueur. J'ai dit tout à l'heure ça, monsieur Amin. Vous avez fait ça avec beaucoup de rigueur et vraiment, ça enchante l'âme et l'esprit. Et dans ce cadre, je vais partager avec vous une petite idée. Pourquoi ne pas créer un petit réseau à partir de ce colloque pour faire ce qu'on appelle la diplomatie en parallèle? On est en train d'assister à de belles choses, à de belles interventions. Pourquoi ne pas partager ça avec les pays amis en Afrique, également à l'étranger, d'accord, pour pouvoir décliner, enfin transférer le savoir marocain en matière d'action publique d'une part et également dans le cadre du benchmarking. Pourquoi ne pas s'inspirer de belles expériences à l'étranger? Bon, c'est une petite idée, c'est pas un rêve, c'est une idée à partager avec tout le monde. Également, messieurs, dames, quand on lit les panels de ce colloque, également les interventions, on est dans la diversité. Et à propos de cette diversité, il y a une grande dame de la philosophie allemande qui dit une chose merveilleuse que je vais partager avec vous. C'est la grande dame Hannah Arendt. C'est une philosophe allemande qui dit une chose très intéressante. Elle dit, la vraie solitude, c'est lorsqu'on est avec des gens qui pensent comme nous. Voilà, donc la diversité ne peut que constituer une plus-value, aussi bien pour nous que pour la recherche scientifique marocaine. Lors du premier panel, on a parlé de beaucoup de choses, de l'État, des collectivités territoriales, de la société civile. Et je vais ajouter, on n'a pas parlé du peuple. Je vais partager avec vous un ouvrage, bon, il n'est pas dans mon intervention, mais je vais essayer de le partager avec vous, qui s'intitule « Le peuple introuvable ». Donc on doit aujourd'hui, en plus, on dit la déclinaison, la volonté de l'État, la volonté des collectivités territoriales, il y a également la volonté du peuple. D'accord? On est dans cette approche en France, aussi bien en France qu'au Maroc. Avant de rejoindre l'enseignement supérieur, j'ai exercé le métier de notaire pendant 18 ans. Et j'ai beaucoup travaillé sur le logement social, sur le recasement, pardon. Et j'étais même membre d'une commission mixte pendant 14 ans. Et je peux vous dire, c'est un jugement de valeur que je vais avancer, mais c'est une réalité. Des fois, on trouve que le problème réside dans le peuple. À partir de 2004, le ministère de l'Habitat a mis en place le programme Ville sans bidonville. Il a essayé de mettre fin, d'exterminer les villes sans bidonville, les bidonvillois, à partir de l'année 2010. Le ministre Hajira, à l'époque, disait on va prolonger jusqu'à 2012. Ah ben, jusqu'à maintenant, on a toujours des bidonvilles. J'ai assisté on disait qu'on va attribuer des lots à partir des ménages. Ah ben, je peux vous dire qu'il y a des hommes qui ont répudié leurs femmes pour pouvoir bénéficier de 2 lots. D'accord? En matière de logement social, je cite Fatima, je cite Azdine, qui ont bénéficié dans le programme de relogement 3 fois, 2 fois, 4 fois d'un même appartement. Et on cède d'une manière illicite ces appartements et revenir à la Médina dégradée. Donc également, si on dit que l'État doit faire des efforts, le Maroc c'est un grand pays, c'est uniquement 68 ans d'indépendance, mais c'est presque 12 siècles de civilisation. On doit également faire appel au peuple qui doit faire beaucoup d'efforts. C'était hors le chronomètre, s'il vous plaît. Vous savez, en France, on parle de démocratie inachevée. Pierre Rosanvallon parle de démocratie inachevée. Il y a également Marion Paoletti qui dit une chose intéressante. Démocratiser d'abord, décentraliser d'abord le gouvernement local en question. Donc le peuple également est pour beaucoup de choses en matière de déclinaison de l'action publique. Je vais essayer humblement de vous dire, enfin de présenter... Ouais, je vais faire... J'ai essayé un peu de voir cette question de subsidiarité dans le contexte marocain. Méthodologie oblige, j'ai essayé de faire une définition, un cadre historique. Je vais survoler ça parce qu'il n'y a pas le temps pour faire ça. Mais comme je respecte la méthodologie... Alors, vous savez, avec l'avènement de l'État animateur et le passage de l'État-providence à l'État animateur, on a assisté à un bouleversement dans la philosophie de l'État en matière de matrice décisionnelle.
Aujourd'hui, on parle de pensée locale pour agir global, bottom-up, top-down. On parle également on essaie, enfin, autant que faire se peut, l'État essaie de passer de la loi au contrat, de la rigidité à la flexibilité. Et donc, il y a un changement de paradigme dans la matrice décisionnelle de l'État. Et la problématique de ce travail porte sur une question très intéressante qu'a avancée Christine Alliot-Marie en France. Lorsque la parole légitime l'État, le silence légitime les décisions prises en son nom. C'est une citation de Christine Alliot-Marie. Lorsque la parole légitime l'État, c'est difficile, je sais, et c'est difficile même à traduire. Lorsque la parole légitime l'État, le silence légitime les décisions prises en son nom. Que je vais essayer de dire tout simplement qui gouverne sur le plan local. Qui gouverne sur le plan local. Est-ce que c'est l'administration déconcentrée ou encore c'est l'administration décentralisée? Ou encore il y a un chevauchement de compétences, c'est ce qu'on va voir à travers cette enquête empirique. Du point de vue conceptuel, j'ai essayé de définir les mots-clés du sujet, l'action publique, subsidiarité, matrice décisionnelle. Également, l'intérêt du sujet réside dans le fait de comment on décline le principe de subsidiarité dans la pratique au Maroc. D'accord. Dans le contexte marocain, Michel Miaille parle de contextualisation. Alexis de Tocqueville parle également de contextualisation. La démocratie au Maroc, pas en France ou encore aux États-Unis. J'ai parlé de ça, le contexte, la problématique également. Alors, j'ai essayé de travailler ce sujet avec des méthodes, bien sûr, comme dit Madeleine Gravès, la méthode fonctionnelle, comment on décline les attributions des institutions dans la pratique, la méthode empirique, attendez que j'ai effectué une méthode empirique sur le terrain, une étude de terrain, et également une approche normative, parce que j'ai fait appel au texte constitutionnel, les dispositions normatives, constitutionnelles également des lois organiques, et enfin l'approche du politiste, parce que tout simplement on ne peut pas comprendre le texte sans recourir à l'analyse du politique. Bon là, j'ai essayé de relater quelque part les dispositions constitutionnelles relatives à la démocratie locale. On sait bien déjà, le 1 de la Constitution parle du régime démocratique. Également, j'ai essayé de décliner un peu les compétences partagées, transférées, propres en matière de subsidiarité qui est prévue à l'article 140 de la Constitution. Pardon ? Très bien. Alors, je vais passer à l'enquête empirique que j'ai fait à Wislan, à Drissa, Meknès. Là, c'est les éléments, si vous voulez, techniques de cette enquête. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Au niveau de la question de la mobilité des citoyens, la sécurité, la santé, l'enseignement, les structures de sociabilité, les conditions de logement, il y a un dysfonctionnement de ces entités. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assisté à une réelle intervention des collectivités territoriales en matière de déclinaison de l'action publique, en matière de relogement des citoyens. D'accord? Donc il y avait, si vous voulez, le ministère de l'Habitat avec l'administration de l'Omran qui a intervenu dans cette question. Et donc, on a assisté à un glissement de l'opération de relogement. Donc les citoyens ont quitté cette entité de relogement et ont pu rejoindre la Médina dégradée par la suite. Là, j'ai quelques chiffres, et les chiffres parlent. Et donc, cette opération n'a pas, si vous voulez, on n'a pas pu réaliser les résultats escomptés. Pour les recommandations, ça, c'est les résultats de l'enquête. Il y a un chevauchement de compétences. On remarque, par exemple, en matière de santé, en matière d'emploi, en matière de structure de sociabilité. Ce sont des compétences qui relèvent de la compétence des ministères et des administrations déconcentrées et également des collectivités territoriales. Et on se pose la question, qui fait quoi? C'est une question, si vous voulez, qu'on pose toujours pour les administrations au Maroc. Pour les recommandations, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire appel à l'interministérialité, c'est-à-dire une bonne coordination entre l'administration du centre et également ceux de la périphérie, administration nommée, élue. Également, on doit procéder à faire des évaluations. L'évaluation ex ante, la mise en place d'un projet concomitante, et également l'évaluation ex post. Également, on doit impliquer les acteurs économiques locaux par la création d'emplois. Également, on doit clarifier les niveaux de responsabilité.
Et pourquoi pas ne pas recourir aux sociologues. Aujourd'hui, on trouve des études empiriques des sociologues qui restent, si vous voulez, lettres mortes dans les universités. Donc, le recours aux sociologues ne peut que constituer une plus-value également en matière de déclinaison de l'action publique. Les économistes parlent de l'analyse SWOT, menaces, opportunités également. Également, se prémunir contre le principe de la bipolarité des erreurs. Ce principe a été avancé par Gaston Bachelard. Il dit une chose très intéressante. Suivant un mouvement dogmatique de balancier, on essaie de rectifier une erreur en commettant une autre. Donc on doit quand même essayer également de... pour la conclusion, cette enquête, on a essayé à travers cette enquête de voir un peu, si vous voulez, cette question de dignité de citoyens vivant dans les quartiers défavorisés. À propos de cette dignité, je vais partager avec vous une chose très intéressante. J'avais l'honneur et l'occasion de visiter une institution prestigieuse au Maroc. Et j'ai vu une grande photo de feu Sa Majesté Hassan II qui date de 1958. Et en bas de cette photo, elle a été écrite par les propres mains de feu Hassan II, une chose très intéressante. Vivre dans la dignité est bien plus difficile que mourir dans la gloire. Et c'est justement cette question de cette dignité que j'ai essayé de chercher humblement dans le travail. Je voudrais vous remercier, messieurs, dames, de votre amabilité, de m'avoir écouté. Voilà. Alors, nous passons à l'avant-dernière communication dans le cadre de ce panel. Et il s'agit du professeur Akdim Tariq de l'Institut d'aménagement du territoire de Rabat, autour de la métropolisation au Maroc. Bien, donc, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues de l'Association marocaine des politiques publiques, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à cette belle occasion d'échanger, de débattre, et surtout de permettre un débat sérieux, engagé, surtout responsable. Je vous réitère mes remerciements. Donc je rappelle que, parce que des fois on fait toujours référence à ça, et même si j'exerce un métier de professeur en même temps que à titre secondaire, mais je suis doctorant à l'INO, à l'Institut national d'aménagement d'urbanisme, même si j'ai une autre casquette d'économiste. Donc c'est à ce titre-là que je voudrais intervenir, c'est-à-dire en fait mes collègues professeurs ont discuté depuis ces 2 jours sur les questions de démocratie. Il y a Kaufmann qui parlait en fait de la fin des démocraties. Est-ce que peut-être nous ne sommes pas peut-être à la fin d'une ère, commençons une autre. Et ceci interpelle tous les acteurs de la mondialisation. D'autres philosophes parlent des mondialisations d'effondrement. Et dans ce contexte de mondialisation, ce qui interpelle aussi l'action des acteurs, c'est aussi la métropolisation. C'est-à-dire en fait aujourd'hui dans le contexte urbain, assistant dans le monde, changement des paradigmes et un changement aussi des manières de faire. De la fabrique en fait des projets urbains aujourd'hui interpelle aussi l'action de l'État. Et donc ma contribution se fera en 3 temps, mais d'une manière très précise et rapide. Premier moment pour un petit peu revenir sur les concepts, pour la considération méthodologique, revenir sur les concepts, les définitions. Deuxième moment pour discuter territorial, en quoi elle est intéressante, en quoi elle peut être fondée sur une assise théorique en mouvement aujourd'hui, bien qu'elle soit très foisonnante dans le contexte international. Et puis en dernier temps,
les temporalités et les échelles de cette action publique. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui se passe au Maroc, l'enjeu métropolitain au Maroc, empiriquement parlant, est-ce qu'il y a des travaux, et surtout, que fait l'État? L'État, peut-être on reviendra sur la place de l'État. Est-ce que l'État régule cette intervention dans ce qu'on appelle métropole, sachant qu'on n'a pas en fait un statut de métropole au Maroc. On n'est pas dans l'exemple français, ni dans d'autres exemples dans le contexte africain. Donc on est en train de construire une réalité qui advient, mais c'est pour ça que je préfère parler de contexte distribué, comme disait en fait Michel Storper. Donc la métropolisation, c'est un processus dans lequel s'inscrivent en fait les populations et les territoires, c'est-à-dire concentration des populations et des activités économiques, conduisant bien sûr à une polarisation des activités, des fonctions économiques. Ceci crée également des transformations des systèmes productifs, c'est-à-dire de l'appareil productif, et ce qui conduit à des recompositions territoriales. Pour revenir en fait à la définition de la Cour et d'Acher dans les débuts des années 90. Au Maroc, nous avons commencé à parler métropole dans les documents à partir des années 2000 avec le débat sur l'aménagement du territoire, donc le schéma national qui a donné naissance au schéma national d'aménagement du territoire. On a commencé à parler de métropole dans les débats. Et nous avons instauré en fait un nouveau paradigme qui permet en fait de réfléchir à comment se construit les territoires aujourd'hui. Et nous avons très rapidement remarqué que le pays, en fait, depuis il y a 20 ans maintenant, toute l'activité économique se concentre essentiellement dans le corridor atlantique, c'est-à-dire sur les villes atlantiques, et tout spécifiquement dans la région allant de Tanger à Kénitra, dans le schéma, en fait, très rapidement en 2000 d'ailleurs, en 2008, nous avons, le ministère de l'Aménagement du Territoire avait mis en place un très beau travail, en fait, ce qui s'appelle le schéma d'orientation fonctionnelle administrative de l'aire métropolitain central. C'est un schéma prospectif qui a pour but un peu d'analyser en termes de fonctionnalité comment s'oriente ces territoires-là et comment ces territoires-là peuvent travailler ensemble dans le cadre d'économies de proximité, mais d'économies d'agglomération, et comment ils peuvent tirer profit de leur présence et de la présence des activités économiques importantes, un écosystème industriel très important. Et cette orientation-là, c'est la même à laquelle nous assistons aujourd'hui, avec la zone de Kénitra, zone offshoring à Kénitra, Tanger avec le port Tanger-Med, et puis les autres activités pratiquement industrielles à 90% qui se concentrent dans ce corridor-là. Et donc à l'échelle fonctionnelle, ce travail est très intéressant. Il a permis en fait d'apporter une lecture dynamique sur le rôle de la puissance publique dans la maîtrise en fait de l'urbanisation, et tout spécifiquement dans ce continuum urbain. Et puis tout récemment, avec la dernière lecture du HCP avec le recensement général de la population de l'habitat, qui nous a permis en fait de voir d'asseoir cette réalité sur la logique démographique aujourd'hui. Pratiquement dans la région Rabat-Salé-Kénitra, nous avons on parle de 5 millions, plus de 5 millions d'habitants. Dans la région de Casablanca, c'est 7 millions d'habitants. Plus de 7 millions d'habitants. Donc, le PIB, c'est 60% rien que sur la région sur le littoral atlantique, plus de 60% du PIB engendré. Ce qui explique que l'action aujourd'hui de l'État est une action essentiellement concentrée dans cet espace-là. Donc, en fait, cette action-là permet d'accompagner en fait les changements territoriaux, permet de redynamiser en fait l'activité au niveau national, et puis de donner plus d'importance, même en termes de trajectoire aujourd'hui territoriale du pays, à ce corridor-là. Alors cette intervention-là, bien sûr, elle a des limites, parce que c'est un processus aujourd'hui qui interpelle le mode de gouverner, et également qui permet en fait de montrer que pour le cas de ce processus-là interpelle également les actions du territoire, en absence bien sûr d'un statut métropolitain qui permet en fait de manager ou bien de mettre en place une échelle qui permettra en fait de réorganiser ces espaces-là. Donc aujourd'hui, vous avez 3 échelles, la région, la province et la commune. Aujourd'hui, la commune, elle est
dans ses attributions, n'a pas le droit d'intervenir à l'échelle métropolitaine. Il a, pour des raisons administratives, la région a des attributions qui ne permettent pas en fait d'appliquer en fait les règles de la métropolisation. Donc en fait, on reste un petit peu perdu dans cette échelle-là, puisque si je pars de ce que c'est que régulation telle qu'elle a été définie dans les rapports de l'OCDE, on va trouver que dans le dernier rapport de l'OCDE sur le Maroc, sur les politiques de développement territorial au Maroc, on parle d'une nécessité de dialogue multiniveau. Moi, je reste très sceptique à cette appellation, que dialogue multiniveau, ça veut dire qu'un dialogue qui est réparti sur plusieurs échelles, plusieurs acteurs, et qui permet en fait de diluer les responsabilités entre les échelles territoriales et sur les différents acteurs. Mais le rapport rappelle un peu le rôle de la bonne gouvernance, la bonne échelle qui permettra en fait de répondre à cette réalité économique territoriale. Donc, il demeure important d'engager un débat sur la responsabilité de l'État envers cette régulation et surtout de l'efficacité de la rationalisation de l'investissement public dans ce corridor. Donc en fait, dans cette analyse de l'OCDE, je pense qu'on a encore les 10 minutes. Hein, c'est-à-dire j'ai 5 minutes, vous venez de me dire 2 minutes, rapidement ça devient 3 minutes, c'est pas possible. Excusez-moi madame. Donc en fait, dans l'analyse de l'OCDE, un niveau élevé de fragmentation administrative est associé à un faible niveau de productivité, et ce qui montre que ce territoire métropolitain aujourd'hui souffre d'un problème en fait de gouvernance, et ce qui nécessite en fait d'ajuster un peu des politiques publiques à une échelle géographique pertinente. Donc aujourd'hui, l'échelle administrative ne permet pas de répondre à cette problématique de métropolisation, ce qui nécessite de chercher une autre échelle qui permettra de répondre à cette problématique-là. Dans le nouveau modèle de développement, nous avons mis en place le nouveau modèle a proposé une autre échelle, des autorités régionales de développement, qui permettent un peu de mettre en place une autre échelle de planification métropolitaine. Enfin, en fait, finalement, comment ça se passe réellement? Aujourd'hui, nous avons dans la région de Rabat-Salé Kénitra, par exemple, à titre d'exemple, nous avons des sociétés spécialistes de développement qui gèrent en fait les projets urbains. Et ces sociétés-là ne relèvent pas en fait leur attribution ne relève pas des attributions de la commune. Donc ils ont leur propre statut et dans la gouvernance n'est pas attaché en fait à la gouvernance de la commune, et ce qui pose en fait une forme de stratification des échelles et qui crée en fait une forme de manque en fait c'est-à-dire on ne sait pas à qui incombe la responsabilité de gérer. Alors, on a vu ça aussi dans le cas de la région de Rabat, de la région de Casablanca, avec les établissements, les ECI, les établissements intercommunaux de coopération intercommunale, où nous avons 18 communes. Donc en fait, nous avons une échelle qui permet de réfléchir à ce corridor-là, mais en absence des attributions qui permettent de lier en fait ces échelles-là, hein, l'échelle locale. Il reste une échelle où, dans cette temporalité, on applique ce qu'on appelle la temporalité d'urgence. Dans l'échelle régionale, on est beaucoup plus dans une temporalité stratégique, de réfléchir sur les grandes orientations stratégiques de l'État. Et puis, il reste une échelle qui est un peu perdue. Nous avons des acteurs, de nouveaux acteurs qui arrivent dans les agences de développement, qui arrivent et qui assurent ce développement-là, mais sans une cohérence en fait métropolitaine, en absence d'un cadre de planification qui permet en fait de gérer ces projets structurants. Alors, et puis tout récemment avec les sociétés de développement local, ce qui a en fait encore, j'allais dire, rendu en fait l'action publique beaucoup plus complexe. Ce qui nécessite aujourd'hui une temporalité, ce que je peux appeler des temporalités différenciées. Chercher une échelle qui permettra de répondre sans être dans l'exemple français forcément, Lyon métropole ou Grenoble métropole ou autre, mais chercher une échelle qui permettra de répondre à cette problématique. Oui, bien sûr. Les nouvelles orientations aujourd'hui de l'aménagement de territoire proposent une échelle d'urbanisation distribuée. Ils proposent en fait, dans cet enjeu-là, d'aller un petit peu
de se baser en fait sur les aires métropolitaines. C'est quelque chose qui a été déjà proposé dans le livre de Jean Villard sur les archipels. C'est-à-dire en fait chercher un schéma de cohérence métropolitaine qui permettra de rendre compte de l'intérêt de se baser sur une action publique aujourd'hui institutionnelle, une nouvelle action publique institutionnelle qui permettra d'asseoir en fait cette métropolisation, puisque les faits sont là, les projets urbains vont devenir dans 5 ans, 10 ans des projets métropolitains, les territoires changent très vite, mais l'action de l'État tend un petit peu à peiner, puisque ce n'est plus en fait seulement la responsabilité des ministères de tutelle, c'est la responsabilité en fait des autres échelles territoriales, c'est la responsabilité de l'État, au sens central du terme, ce qui nécessite aujourd'hui de définir en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça une nécessaire régulation territoriale, ça nécessite de définir ce statut-là, où se jouent les dynamiques de pouvoir, et surtout où se joueront les temporalités dépassant bien sûr les frontières de la région administrative. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Barclay. Merci. Alors, je passe la parole à notre dernier panéliste, professeur Yousf Ammar Haddou, autour de la notion de la solidarité et la régulation territoriale. Salam alaikum, bonjour. Je remercie le comité scientifique et le comité d'organisation. J'ai l'honneur et le plaisir d'assister à cet événement scientifique, plus particulièrement dans sa première édition. C'est un honneur, merci pour cette invitation. Alors, notre sujet aujourd'hui s'intitule « Solidarité et régulation territoriale. Quelle émergence économique au Maroc? Quelle émergence de l'économie marocaine ?» Donc, comme vous le savez, le Maroc, depuis son indépendance, est passé par une multitude de réformes, passant d'une approche de développement par le haut vers des approches de développement local. Le projet de régionalisation avancée constitue un nouveau mode de régulation des territoires, permettant ainsi l'atteinte des objectifs en matière de solidarité territoriale, puisque la question de développement est devenue une préoccupation d'ordre territorial. Donc, l'intérêt de notre recherche et son contexte général, c'est le passage vers une logique de développement par le haut aux approches de développement local. Le développement économique et social au Maroc tend vers des considérations territoriales. Le projet de régionalisation avancé comme étant un nouveau mode de régulation des territoires. Et donc, pour élaborer cette recherche, nous avons cherché un petit peu dans les cadres théoriques et déjà présents et qui ont discuté le sujet pour ensuite élaborer notre propre travail empirique et notre propre modélisation. Donc, en ce qui concerne la méthodologie de recherche, il s'agit d'une approche corrélationnelle explicative. La méthode empirique est fondée sur l'économétrie en données de panel, donc les modèles à effet individuels, et on a supposé 3 hypothèses qu'on va essayer de chercher leur validité. La première hypothèse, donc un accroissement des dépenses publiques des régions devrait avoir un effet positif sur le PIB par habitant en raison de l'amélioration des infrastructures et des services publics locaux. La deuxième hypothèse, le capital humain pourrait avoir un effet négatif sur le PIB par habitant en raison de fortes disparités en forme d'éducation et de formation. Et en troisième lieu, l'actif occupé devrait avoir un effet positif car une population employée contribue directement à la production régionale. Donc, ceci dit, notre problématique centrale est comme suit. Dans quelle mesure la décentralisation financière
autant que mode de régulation territoriale, contribue-t-elle à une meilleure répartition des richesses entre les régions marocaines et favorise-t-elle la solidarité territoriale? Régulation territoriale, comme ça veut dire régionalisation avancée comme mode de régulation territoriale. Et on a soulevé tout à l'heure la définition de régulation territoriale. De façon basique, la régulation, bien sûr, c'est l'intervention de l'État à travers des politiques. C'est classique, c'est politique de rigueur, politique de relance, d'ordre budgétaire, d'ordre monétaire. Tout dépend de la conjoncture, principalement. La démarche de la recherche donc consiste à présenter les fondements théoriques et empiriques autour de la régulation territoriale, en l'occurrence la décentralisation financière et la régionalisation. Procéder à une analyse économétrique pour déceler et comprendre les effets de la régulation territoriale sur la croissance économique marocaine. En ce qui concerne la revue de littérature, un consensus théorique et plusieurs théories sont déjà élaborées dans ce sens, à commencer par les théories de l'économie institutionnelle de la gouvernance multiniveau, North en 1990, Hogg et Marx en 2003 ont discuté l'impact des institutions locales et de la coordination entre acteurs locaux et nationaux, plus ou moins institutionnalisés. Ensuite, on a les théories de la justice sociale, avec Rawls, 1971. Les institutions doivent être conçues pour maximiser les bénéfices des membres les plus défavorisés de la société, une redistribution des ressources en faveur des régions les plus pauvres afin de garantir à chacun des chances égales de développement. En troisième lieu, la théorie de développement exogène local, Stropper, en 1997, les facteurs internes endogènes favorisent le développement et la solidarité au niveau territorial. C'est l'idée principale avancée par ce théoricien. D'accord. Donc, des études empiriques, on y trouve aussi, à commencer par Escoura en 2010, qui avance que les politiques de décentralisation et de solidarité territoriale dans les pays européens, donc on a date 2017, la gouvernance territoriale et solidarité dans les pays de l'Afrique du Nord, et bien sûr d'autres travaux dans ce sens. En ce qui concerne la modélisation, notre modèle, donc le modèle théorique est une inspiration des travaux d'autres, bien sûr, ce n'est pas le nôtre à 100%, on ne peut pas faire ainsi, et permet d'étudier la relation suivante. Donc, on a comme modèle, le modèle va permettre de capter les effets de la décentralisation comme étant un pilier de la régulation territoriale sur la solidarité des régions marocaines. Il permet de contrôler les effets du capital humain et des actifs occupés qui eux-mêmes constituent des facteurs influençant la solidarité. Donc, on a comme variable la décentralisation, le capital humain et l'actif occupé. Donc, en ce qui concerne les résultats, on peut déceler des résultats qui ont été élaborés à travers le logiciel R, que la décentralisation en tant que pilier de la régulation territoriale renforce la solidarité en donnant aux activités locales davantage d'autonomie pour gérer leurs ressources et définir leurs priorités. En ce qui concerne les qualifications des diplômés, ne correspondent pas toujours aux besoins réels du marché, et donc il y a un déphasage, une inadéquation entre les formations et les postes de travail disponibles dans le marché du travail marocain. En ce qui concerne la discussion des résultats ou bien les propositions, les suggestions dans ce sens, bien sûr, qui doivent aller de pair avec la stratégie et la politique gouvernementale de l'État et de ses objectifs, les résultats de cette étude donc offrent plusieurs pistes pour les décideurs. Tout d'abord, un ciblage régional des politiques et réformes du système de formation, des infrastructures, plus de mobilité pour faciliter la tâche, des incitations à l'investissement
dans les trois secteurs économiques, et puis des programmes d'inclusion, de solidarité et de solidarité sociale. D'accord. C'est bon. Donc je vous remercie pour votre attention. Et c'est bon, je termine, c'est bon, oui. Merci beaucoup pour votre... Très bien, alors nous arrivons à la fin de ce panel, mais nous ouvrons à présent le champ pour des questions qui pourraient être posées par l'auditoire, par les étudiants ou par les autres participants. Donc s'il y a des questions. Merci beaucoup. Vous faites la liste ou bien? Oui, les questions et après vous répondez, oui. D'accord. Mettez-le. Vous notez juste les noms. Les noms. Le nom c'est Jonathan. Le nom c'est Jonathan. Jonathan. Y a-t-il d'autres questions? Votre nom? De doute. De doute. Monsieur Zakaria. Votre nom? Paul. Oui. Zakaria. Monsieur Agoudel. Professeur Agoudel. Professeur Rodak. C'est tout? Smir. Yous. C'est Yous. Comment? Et moi, Najidi. Merci beaucoup de me donner la parole une fois de plus. Merci déjà à nos communicants pour ces belles explications. Voilà, je suis étudiant en droit et je ne suis pas spécialiste, ou du moins je ne connais pas trop le monde de l'urbanisation, de l'industrie, etc. Mais en soi, j'ai fait les études de sciences politiques et la question m'interpelle beaucoup. Et je pose ma question particulièrement au deuxième communicant qui a parlé notamment de l'industrialisation marocaine, etc. Et il faut le dire sans langue de bois, le Maroc aujourd'hui est un modèle pour l'Afrique au niveau de développement. Mais en soi, j'aimerais savoir, est-ce que, en ce qui concerne la coopération Sud-Sud, le Maroc partage son expérience de développement, notamment pour les pays qui sont en voie de développement. Et c'est ma première question. La deuxième question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui les politiques publiques qui sont mises en avant, notamment dans le secteur de l'industrie, prennent en compte le réchauffement climatique? Parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui ne touche pas seulement l'Europe, mais qui touche également l'Afrique. Par exemple, je pense à mon pays, le Gabon, qui est recouvert, tenez-vous bien, à 80% de son territoire de forêt. Et je me dis toujours, lorsqu'on va se lancer dans les réelles politiques publiques, dans le secteur de l'humanisation, est-ce que ça n'aura pas un impact dans l'écologie, l'environnement, etc. Et j'ai une autre question pour monsieur Tariq qui a parlé de la métropole. Moi, j'aimerais juste savoir quels sont les critères aujourd'hui pour déterminer qu'un pays ou du moins une ville est métropole. Et je vais terminer. Merci. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à féliciter et remercier les panélistes pour la fluidité et la pertinence de leur intervention. Alors, je crois que ma question va être adressée à professeur Boustane et également professeur Benjoud. Vous deux, vous parlez du cluster et l'impact de l'industrialisation sur la croissance économique. Mais aujourd'hui, vu la problématique environnementale et aussi sociale, permettez-moi de jouer l'optimiste. Je sais que vous ne pouvez pas tout faire dans une recherche.
est-ce qu'on peut parler aussi de l'impact de ces projets d'industrialisation? Parce qu'aujourd'hui, si le mot s'adapte, si on parle de, on va dire, la parcellisation territoriale, je ne vais pas dire donc le découpage territorial parce que c'est autre chose. Parlant de la parcellisation, prenons, je ne sais pas si vous le connaissez, à Fès. Donc à Fès, nous avons l'industrie de Coca-Cola. À côté, il y a l'habitat social et il y a l'université de la faculté d'Almaz à côté. Donc, il y a une problématique d'effet sonore, la combustion des produits chimiques qui peut nuire à la santé de justement ces habitants qui vivent à côté. Donc, ma question aujourd'hui, est-ce qu'il y a une étude d'impact de ces grands projets d'industrialisation? Et évidemment, oui, vous allez me dire, oui, il y a une étude d'impact, mais est-ce que ces études d'impact sont efficaces? Merci beaucoup. Bonjour et merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Maniaou Paul, élève de étudiant L1 sciences politiques et juridiques. Et ma question va s'adresser à Monsieur Mohamed sur les stratégies de développement industriel. J'aimerais savoir pourquoi avoir choisi le Nigeria et l'Éthiopie pour avoir mené cette étude comparative. Car pour moi, mener une étude comparative, c'est pour pousser un pays à atteindre une croissance fulgurante. Le Maroc, déjà, est un, on va dire, un modèle de développement sur plusieurs plans, notamment le secteur industriel de l'industrie automobile ou aéronautique et bien d'autres. Mais on a pris le Nigeria et l'Éthiopie qui n'ont que des spécificités. Des spécificités, notamment le pétrole et le gaz pour le Nigeria et l'agriculture et qui permettent d'enrichir aussi l'énergie hydroélectrique. Bien. Le Maroc et le Nigeria et l'Éthiopie, n'ayant pas les mêmes bases économiques, ne pourront pas forcément aider la croissance ou la trouvaille de nouvelles stratégies de développement industriel. Pourquoi ne pas avoir pris, par exemple, l'Afrique du Sud avec une grande évolution au niveau de la technologie et de l'innovation, ou même le Rwanda avec une gouvernance importante et un écosystème technologique développé. Ainsi, ma question se résume donc, pourquoi mener cette étude sur l'Éthiopie et le Nigeria? Or, le Maroc est clairement plus développé que ces deux pays-là. Merci. Bonjour. Alors, ma question sera destinée à mon professeur Seatmani. Ma question c'est, quels sont les moyens pour encourager la population à développer une réflexion critique et collective? Autrement, comment peut-on amener la population à décliner une pensée publique? Donc ça c'est un peu... D'accord. Merci. D'abord, je tiens à remercier les panélistes. En fait, j'ai deux questions. L'une, en fait, adressée à M. Al-Athmani, puisqu'il a soulevé, en fait, un problème très important des politiques publiques, en fait, qui consiste en cette tension qui caractérise le rapport entre la famille et le ménage. Puisque vous avez participé à des comités locaux, en fait, de recasement, de relogement et de restructuration, etc. En fait, le vrai problème des politiques publiques au Maroc, en fait, consiste dans les catégories d'action. Quelles sont les unités d'intervention qu'on doit adopter? Est-ce qu'on doit intervenir en termes de ménage
où on doit intervenir en termes de famille. Et les habitants des bidonvilles ont très bien saisi la différence entre les deux. Par exemple, et même en fait dans le contexte de la Moutsadamon, en fait l'assurance maladie obligatoire, des personnes ne pouvant pas en fait s'acquitter des droits de cotisation. J'ai interviewé en fait des familles composées de 4 ménages. Ils sont enregistrés au registre social unifié en tant que ménages indépendants, 4 ménages, 5 ménages, mais dans la réalité, ils vivent en tant qu'un seul ménage. C'est-à-dire, en fait, ils optent pour la logique de la famille et non plus pour la logique du ménage. En revanche, parfois, l'État aussi épouse en fait cette logique de la famille au détriment de celle de ménage, par exemple de les bidonvilles. On a inventé une règle géniale qui consiste à établir ce que les autorités locales appellent les liaisons organiques, l'artibatat al-udouya, pour justifier en fait l'allocation d'un seul ménage et non plus de 3 ou 2 qui sont des ménages en fait dans la réalité, qui sont des ménages indépendants. C'est-à-dire que cette tension entre le ménage, la famille en fait ne concerne pas seulement les habitants, les populations, le peuple introuvable comme vous l'avez caractérisé, mais aussi il qualifie, il caractérise la nature même en fait de l'action publique. Et la dernière chose en fait par rapport à ce discours en fait qui porte sur la notion de l'intelligence du territoire, en fait, moi en fait je m'interroge, est-ce qu'on peut attribuer en fait cette qualité d'intelligence à un territoire? Est-ce que les territoires doivent-ils être intelligents? C'est les acteurs qu'en fait, c'est aux acteurs qu'on doit attribuer en fait ce qualificatif de l'intelligence. Et je pense que ce discours en fait qui a émané depuis les années 90 avec les réformes institutionnelles, les réformes de l'administration, participe activement à légitimer le recours incessant de l'État, le retrait incessant de l'État. Et est-ce que vous ne voyez pas, en parlant trop souvent de ce vocabulaire, en fait, de ce que Pierre Morel appelle en fait le référentiel normatif, et à le consommer trop souvent, est-ce que vous ne voyez pas qu'on participe en tant que chercheur à légitimer en fait ce retrait progressif de l'État de tous les services sociaux? Et merci. Merci Madame la Présidente. Je remercie à mon tour tous les intervenants pour la clarté, pour la qualité des interventions. J'ai une toute petite question pour le professeur Latmali, parce que c'est vous que vous avez fait une très bonne étude, très intéressante par rapport à la subsidiarité. Il y a également un chercheur, vous avez évoqué effectivement la démocratie inachevée. On connaît tous la démocratie. Il y a un problème maintenant, il y a des dysfonctionnements par rapport à la démocratie représentative, etc. Et il y a un autre éminent chercheur constitutionnaliste français actuel, il est encore en vie, Dominique Rousseau, qui parle de la démocratie continue. Elle a un livre sur les 6 thèses de la démocratie continue, et donc elle donne plus d'importance aux citoyens, parce que dans la démocratie représentative, c'est un électeur, dans la démocratie directe, c'est juste un individu, mais dans la démocratie continue, c'est un citoyen. Ma question directe, comment vous avez fait effectivement cette étude? Est-ce que à travers des focus group, avec des questionnaires? C'est ça ma question. Merci, monsieur. Merci à tous et à toutes. Ma question, c'est une question qui me préoccupe parce que je travaille un peu sur la géopolitique urbaine et les effets du territoire et des acteurs sur la politique de la ville. Et précisément pour préciser les concepts acteurs. Est-ce que la population, c'est un acteur directement, en présence d'acteurs politiques et de les associations civiles? Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je remercie d'abord les chers collègues panélistes pour leur brillante intervention. Et je remercie et je félicite et je salue le comité scientifique et le comité d'organisation pour la répartition judicieuse des thèmes qu'on a évoqués depuis le premier panel jusqu'au dernier, le 6e.
En réaction, bien sûr, et en complémentarité avec les interventions du public, j'ai quelques questions. La première, c'est pour professeur, pour le professeur Boustan, oui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention et le rôle du Wali dans cette nouvelle dynamique de création de zones industrielles. Et vous avez cité une chose qui est très importante, la question de comment les nouveaux projets industriels ont déconstruit les deux ressources des notables, à savoir les terres collectives et bien sûr la forêt, ce qui a, comme vous avez cité, affaibli bien sûr les notables traditionnels. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des indicateurs sur cette faiblesse justement est-ce que cela vraiment a affaibli les notables traditionnels, bien sûr locaux? Est-ce que ces notables-là ne disposent pas de d'autres ressources, bien sûr, pour garder et pour sauvegarder cette fidélité, bien sûr, de la population, bien sûr, qui vote pour eux ou bien qui sont soumis à leur pouvoir? Une autre question, elle est relative, la dernière fois, M. Ardim, on a parlé, il y a un mois et demi, on discutait de la question de la convergence des politiques publiques, oui, une question cruciale. Et souvenez-vous qu'on a parlé des échelles d'intervention publique, et on a cité, entre autres, le douar comme une échelle micro, de proximité, plus que la commune. Là, vous avez ajouté un autre, peut-être l'obligation, la nécessité d'une autre échelle macro, c'est-à-dire plus que la région. Est-ce qu'on n'est pas dans l'éclatement des échelles d'intervention? Est-ce que ça ne va pas créer, bien sûr, des chevauchements dans les interventions? Et je rebondis sur cette question-là pour m'adresser à M. Rachid Atmani. Oui, il y a un problème de compétences, les compétences propres, les compétences partagées, les compétences transférées entre, que ce soit dans les lois organiques, que ce soit de la commune, de la province ou bien de la région. Vous avez parlé de la dignité et les indicateurs, c'est la santé, l'éducation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments plus, oui, d'autres paramètres peut-être plus immatériels? Oui, parce que on l'a vu dans les révolutions, les gens qui sortaient pour protester, ils parlent de la dignité, ils parlent du respect, ils parlent de l'hugra, oui, voilà, de la justice, etc. Il y a d'autres paramètres peut-être, oui, qu'il faut, à mon avis, prendre en considération dans le... Voilà, c'est ce que je veux dire, et merci. Merci beaucoup. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier tous les professeurs pour la qualité de leurs interventions. Je suis Tejmati Youssef, étudiant deuxième année master politique méditerranée africain. Je n'ai pas de questions pour vous, mes professeurs, mais je souhaite seulement exprimer mon désaccord avec une carte présentée lors de l'intervention de M. Zakaria Benjouid, qui a divisé le Maroc en deux parties. Monsieur, je souhaite attirer l'attention sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale du Maroc dans les cartes utilisées. Je sais bien que c'est une carte très importante dans votre intervention. Si une carte précise n'est pas disponible avec le Maroc complet, il y a des outils permettant de corriger cela. Et comme monsieur le professeur Rachid Atmani a une idée de partager ses interventions à divers pays étrangers, cela c'est un grand problème pour nous. Et aussi, j'ai vu la réaction des différents professeurs et des différents étudiants quand vous avez partagé la carte. C'est un choc pour nous. Avec un grand respect, Monsieur Zakaria, ce n'est pas une critique, mais seulement c'est un sujet qui est très sensible pour nous. Et merci pour vous. Alors, je cède la parole aux panélistes pour répondre aux diverses questions. Commencez par professeur Atmani. Merci, madame. Alors, pour interagir à ces diverses questions, j'ai essayé de synthétiser 5 petits points. Je partage avec vous la semaine dernière au Qatar. Au Qatar, on a opté
on a essayé, si vous voulez, d'anéantir le Parlement du Qatar. Et aujourd'hui, les 45 membres qui constituent le Parlement du Qatar seront directement nommés par l'émir. Donc on a mis fin à la démocratie, avec un taux de participation de 91%. La population qui a décidé ça. D'accord? Et donc, pour moi, on doit revoir cette question de démocratie. Je ne sais pas, je parle à haute voix, est-ce qu'on peut organiser, si vous voulez, une conférence ou encore un colloque sur la question de la démocratie? Aujourd'hui, le Qatar a changé les paradigmes. Donc on ne parle plus de démocratie représentative au Qatar. Et c'est le peuple qui a décidé ça. Donc c'est une question, c'est une réflexion, si vous voulez, que je partage avec vous. Deuxièmement, la question de l'Hagra, c'est très intéressant, la question de l'Hagra et cette question de justice sociale qu'on a débattue, si vous voulez, à partir de l'année 2011 avec le Rabi al-Arabi, comme vous avez dit. Je vais vous faire un petit exercice, ensemble on va le faire. J'ai fait ça pour mes étudiants un jour. Amartya Sen, c'est un grand penseur hindou qui a parlé de l'idée de la justice. Il a dit une chose très intéressante. On a 3 enfants et un matériel de musique, la flûte, un outil de musique, la flûte. Le premier enfant estime que la flûte lui revient parce que c'est lui qui a fabriqué cette flûte, c'est le producteur. Le deuxième, c'est le seul qui sait jouer avec la flûte. D'accord? Donc l'utilité de la flûte. Le troisième, c'est les pauvres. Il dit au nom de la justice, je n'ai aucun jouet chez moi, donnez-moi cette flûte. Alors à votre avis, à qui revient cette flûte? Zakaria. À qui revient la flûte, madame? C'est difficile parce que l'idée, parce que Amartya Sen voulait dire qu'on n'est pas tous d'accord sur l'idée de la justice. Ça n'existe que dans la cité idéale de Platon. Et donc l'accès aux services publics de base, c'est la chose qu'on peut espérer. Hein? Autre chose. Un service public, il a le c'est bon. Hein? Autre chose, on ne doit pas oublier que l'action administrative peut parfois brouiller l'action politique. L'appartenance politique d'un fonctionnaire peut brouiller l'action publique du gouvernement. J'appartiens à un parti de gauche, le gouvernement de droite, et donc et toute la question est là. Également, il y a toujours la question également de polycentrisme et de polyarchie institutionnelle. Moi, je vais résumer tout ça dans la morale politique. La morale politique, ce n'est pas, en traduisant ça en arabe, ce n'est pas l'akhlaq siyasiya. La morale politique ne peut procurer aucun avantage durable s'il n'est pas fondé sur les sentiments ineffaçables du cœur de l'homme. Et toute loi qui ne sera pas fondée sur cette base rencontrera toujours une résistance à laquelle elle sera contrainte de céder. Donc c'est une question de volonté réelle du peuple et de la population. Donnons encore une fois raison à Vauvenard qui dit pour savoir ce qu'il faut faire, il faut du génie. Pour savoir comment le faire, il faut du talent. Mais pour le faire, il faut de la vertu. Tout simplement, on devait avoir la vertu. Voilà. Merci beaucoup, professeur Atmani. Donc on passe la parole à Merci Madame la Présidente. Juste une réaction par rapport au professeur Agoudel. Donc effectivement, ce sont les acteurs qui sont intelligents, qui portent cet état d'esprit, cette philosophie de l'action pour pouvoir donc assurer un développement territorial durable. Ce sont les acteurs qui sont intelligents. Et grâce à cette intelligence, par effet donc de transposition, on dit que c'est un territoire intelligent. Mais territoire, tout simplement, ce sont les acteurs institutionnels. Par la suite, les acteurs, vous et moi, donc les citoyens, qui se portent, qui se mobilisent pour revendiquer des choses, pour améliorer leurs conditions de vie, etc., etc. Donc ce sont, en fin de compte, des acteurs intelligents. Merci. Merci beaucoup. Bon, je voudrais commencer par m'excuser auprès des étudiants et étudiantes pour quelque chose que je vais expliquer, parce que généralement, ce qu'on a présenté, ce n'est pas tellement le côté académique de comment on présente les recherches. Parce qu'à un moment donné, donc, on a zappé des choses, on a bousculé par rapport à des choses. Et nous avons aussi les organisateurs qui nous font signe qu'automatiquement nous avons abouti à la fin de la session. Parce qu'automatiquement, il fallait qu'on présente les définitions déconstruire pour reconstruire. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle politique industrielle en tant que paradigme? Qu'est-ce que c'est que le territoire d'innovation? Qu'est-ce que c'est qu'un cluster par rapport à tout ce qui est redécouverte des travaux d'Alfred Marshall? Et à un moment donné, nous avons les technopoles, les pôles de compétitivité, les SPE, les systèmes d'innovation. Tout ça, il fallait faire un cheminement des idées pour aller poser la problématique qui est pour moi non pas
dans le cadre d'une dynamique d'évaluation. Et je vous réponds à vos questions. Il y a en effet beaucoup de travaux actuellement qui concernent l'évaluation, notamment de Alain Pifto. Donc il y a aussi, vous pouvez voir le rapport du Conseil économique et social environnemental qui a fait en 2017 aussi un rapport d'évaluation de la politique industrielle. Moi, je ne suis pas là pour faire un peu que de dire que les indicateurs ils sont au rouge ou ils sont au vert, mais automatiquement, je suis dans le jeu de compréhension de comment on fait aboutir à un accord par rapport à ce contexte de fragmentation institutionnelle, de pullullement institutionnel, et comment à un moment donné on arrive à trouver un accord par rapport à cette situation où automatiquement l'État est présenté comme ne pouvons plus faire comme il faisait avant par rapport à ça, à la période où il pouvait user de son côté domination. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Nous sommes par rapport à un travail de compréhension. Et dans mes travaux, j'ai aussi intégré le cas qui est à côté, la PDC de Rasselma. Donc c'est juste à côté, la plateforme industrielle intégrée de Rasselma, qui a commencé au départ annoncé comme un projet de cluster, mais automatiquement ça a été abandonné et c'est remplacé par une zone industrielle. Et ça en dit beaucoup de choses sur le rapport des élites, des leadership et tout ce qui est changement de rapport de pouvoir au niveau de l'État et comment on est parti juste à côté sur un terrain qui est mobilisé de plus de 400 hectares avec une vision de l'État stratège, avec une vision de tout ce qui est compétitivité, la spécialisation sélective et automatiquement on aboutit à côté juste, je ne sais pas si le terrain déjà est mobilisé ou pas, il a été valorisé ou pas, mais le remplacement d'une vision d'ensemble, d'une vision stratégique accolée à une vision qui est la nouvelle politique industrielle, mais automatiquement elle est remplacée par une zone industrielle. Donc il y a beaucoup de cas qui nous ramènent à des conclusions par rapport à tout ce qui est, premièrement, recentration de l'action publique et la question d'un rapport par rapport à trois choses. On passe du temps de l'élu, les années 1980, les zones industrielles, le temps de l'entrepreneur, les années 1990, et maintenant nous sommes par rapport au temps de l'investisseur. Et par rapport à tout ce qui est adaptation à l'action, que Béatrice Hibo appelle la bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale, ou si vous voulez, la néo-bureaucratisation du monde à l'ère néolibérale. Je ne pouvais pas répondre à vos questions parce qu'à un moment donné, il faudrait que j'ai suffisamment de temps pour étayer. Je vous remercie de votre attention. Juste une chose, le développement durable dans les zones industrielles, oui, c'est un impératif parce que le Maroc il est engagé par rapport à tout ce qui est Agenda 2030 et tout ce qui est ODD. Et automatiquement, vous pouvez consulter sur le site, il y a ce qu'on appelle maintenant le guide des zones industrielles durables. Voilà, je suis un peu... Et je passe la parole, c'est... Merci beaucoup. Donc effectivement, en fait, une métropole, c'est la cité mère, c'est la cité qui définit en fait et qui polarise toute l'activité économique, industrielle qu'elle soit, de services ou autre. C'est-à-dire on peut dire que Casablanca aujourd'hui, pour le cas du Maroc, est en train d'émerger vers une métropole. Donc pour le cas de Rabat, on n'est pas encore dans une ville métropole, mais on peut parler de projet métropolitain, puisque la plupart des projets urbains dans la ville, dans le corridor de Rabat-Salé-Kinitra, tendent vers ce qu'on appelle un projet métropolitain. Mais en absence d'un statut de métropole, il m'est difficile de se prononcer, mais l'objectif du chercheur, c'est de comprendre ces dynamiques territoriales et voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux acteurs. Je suis beaucoup plus dans cette vision des choses qu'autre chose. Et effectivement, l'éclatement aujourd'hui est une réalité qui a été admise par l'État depuis qu'on parle d'État investisseur, justement. L'État aujourd'hui qui a... si les acteurs classiques font peut-être défaillance par rapport à l'entretien des projets, au suivi des projets, on propose d'autres acteurs qui peuvent jouer ce rôle-là. Depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années. Un peu plus d'une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, on est dans cette... en fait, on est dans deux logiques. La logique des acteurs représentés par le peuple, la commune et autres. Et puis on est dans deux logiques techniciennes, techniques, où on va appeler aux agences chaque fois, aux agences de développement pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la mise en œuvre des projets. Donc l'éclatement aujourd'hui, c'est une réalité. Mais pour le statut de métropole, à mon avis, il faut peut-être aller vers une région, c'est-à-dire le statut de région déjà peut définir les objectifs de métropolisation. C'est-à-dire la région peut jouer ce rôle-là, notamment pour le cas de la région de Rabat-Salé-Kinitra, et même pour Casablanca, puisqu'aujourd'hui on parle d'urbanisation distribuée, rien que par rapport à cet aspect-là, la région peut jouer ce rôle-là. Maintenant, il faut qu'on puisse lui donner les attributions nécessaires pour qu'il puisse jouer ce rôle-là.
Maintenant, ce que propose le modèle de développement autoritaire régional de développement, ça c'est un autre volet qui est lié à la gouvernance. Le volet gouvernance est aussi très complexe, je pense, sur lequel je fais référence dans l'article. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher professeur. Tout d'abord, je vais revenir à certains points évoqués par notre chère assistance. Tout d'abord, je tiens à leur remercier pour la qualité de leur réactivité aussi. Donc, je vais revenir rapidement par rapport au retour d'expérience du Maroc et le partage. Elle est toujours active au niveau, tout d'abord, elle est un membre actif au niveau de la commission de la zone de libre-échange africain. Et aussi, dans le cadre de la coopération sud-sud, le Maroc il ne cesse pas de partager son expérience et aussi de soutenir les autres pays africains dans tout ce qui est formulation des politiques économiques et industrielles. En ce qui concerne le point pour l'échauffement climatique, bien sûr, ces politiques, il intègre cette dimension, comme l'a évoqué le professeur Boussane. On a ce qu'on appelle aussi le développement du complexe solaire Nour et d'autres initiatives en énergie renouvelable. Rapidement, je voulais juste signaler par rapport à la carte, c'est une remarque pertinente, mais je voulais juste dire qu'il s'agit d'une carte thématique qui a pris en considération plusieurs volets. On a déjà dit que pour le cas du Maroc, ça ne touche à rien pour l'intégrité du territoire marocain. C'est juste pour montrer qu'il y avait un axe par rapport au milieu du Maroc, ce qui concerne tout simplement les zones industrielles. Donc ça ne touche à rien pour l'intégrité du territoire marocain. Et merci. Merci cher auditoire pour votre attention, pour ces questions variées et pertinentes. J'aimerais revenir à la question à la notion de métropole. Oui, effectivement, c'est monsieur Boustian. Il faut revenir à la théorie aux travaux d'Alfred Marshall, de Beccatini, savoir d'abord ce que c'est qu'une agglomération, ce que c'est qu'un cluster, ce que c'est qu'un regroupement, et puis par rapport à la situation du Maroc, peut-être que dans le cadre du projet de la région de l'Océan avancé que j'ai évoqué lors de ma présentation, et prenant en considération les attributions et l'autonomie que pourrait avoir chaque région, et pourrait jouer un rôle, ça veut dire un développement du bas vers le haut, prenant en considération les besoins des citoyens et les caractéristiques de la région. À l'instar de l'expérience, l'expérience française des pôles, ça veut dire côté par exemple industrie aéronautique Toulouse, etc., les pôles de croissance, oui. Au Maroc, c'est peut-être que va essayer de partir dans le même à notre façon, oui. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. C'est bon, donc nous clôturons ce panel et nous invitons les participants à une pause café.